présence en ce premier jour de la mêlée numérique. On est ensemble pour une petite heure, ça risque de passer très vite, pour une table ronde, stratégie d'influence et d'acquisition pour une visibilité maximale. Alors, en théorie, j'ai 3 invités, 3 speakers avec moi pour cet après-midi. Dans la pratique, pour l'instant, j'en ai 2. J'ai donc Anaïs qui va se présenter un petit peu après, Yann qui va se présenter un petit peu après aussi, et j'ai Théo Lyon qui arrive de Paris, mais la SNCF nous a fait le plaisir de le garder un peu plus longtemps que prévu. Donc là, il est dans le train entre Montauban et Toulouse, on ne sait pas exactement où. Donc on espère qu'il va arriver au courant de la présentation. Voilà, ça sera un petit peu l'improvisation au milieu de la table ronde. Est-ce que Anaïs, tu veux te présenter en quelques mots? Donc, bonjour à tous, Anaïs Bamberger, je travaille pour le groupe Pierre Fabre. Je travaille pour le groupe Pierre Fabre dans une entité qui est assez récente, qui est l'entité CPA, pour Consumer Relation. En réalité, c'est une entité qui regroupe tous les métiers du digital du groupe Pierre Fabre au sein d'un même pôle d'expertise. Et ce pôle d'expertise digitale, il est au service de toutes les filiales et de toutes les marques dermocosmétiques du groupe Pierre Fabre. Notre mission principale, en fait, c'est de concevoir des stratégies d'activation digitale pour l'ensemble de nos filiales. Et pour ma part, je travaille plus particulièrement pour la marque Aven, qui est une marque du coup présente partout dans le monde à travers une trentaine de filiales. Et du coup, nous concevons et nous déployons les stratégies digitales que nous diffusons en fait à nos filiales, un peu comme des guidelines, pour qu'ils puissent ensuite appliquer en local les stratégies d'activation digitale. Donc c'est assez passionnant. Merci Anaïs. Yann? Oui, bonjour à tous. Yann Maisonneuve, je suis gérant de la société Prosic. Alors moi je suis beaucoup moins pointu que ma collègue. Prosic, c'est une petite société qui a 13 personnes. On est sur Toulouse, on vend du matériel de spectacle, sono, lumière, tout ce qui n'est pas instrument de musique et qui sert sur scène. Donc notre canal de distribution principal, c'est le web. On a un shop aussi qui nous sert de dépôt. Et on fait aussi on intègre tous les métiers du commerce en interne, c'est-à-dire le stockage, la préparation de commandes, le marketing, la vente directe aussi. On a des vendeurs sur place et par téléphone. Donc moi je vous ferai part de mon expérience très terre à terre de PME spécialisées. Merci Yann. Du coup, il faut le savoir quand même, le marché de l'e-pub en France, en 2023, c'était 9 milliards d'euros. Ça commence à faire un gros marché, avec les leviers qui sont toujours en croissance. Hein. C'est le search, le social, le display essentiellement, qui sont vraiment les gros canaux de dépenses. Et la petite précision, c'est que le Google, Meta, Amazon, c'est plus de 65% de dépenses sur ces 9 milliards d'euros. Donc il y a vraiment une grosse domination de nos amis les GAFA. On va voir si ça s'applique de façon locale ou pas chez nos amis, chez Anaïs et Yann. Donc en résumé, de votre côté, quelle était votre stratégie de web marketing en 2024 pour l'instant? Vous pouvez nous donner un succès et un échec? Ça va, comme on n'est que 2, je peux prendre un petit peu plus de temps. Comme je le disais, en fait, cette entité digitale du groupe Pierre Fabre, elle est assez récente et donc elle nous a permis vraiment de revoir la façon dont on travaillait sur le digital au sein du groupe. Et du coup, on est vraiment un petit peu reparti de zéro pour se dire qu'on avait 3 missions principales au sein de cette entité. La première mission, c'est de stimuler en fait l'émergence de nos marques. L'une de nos deuxièmes missions, c'est vraiment de capitaliser sur l'uniqueness de nos marques pour se démarquer évidemment des concurrents. Et une troisième mission principale, c'est de développer le potentiel e-retail, e-commerce de nos marques. Du coup, pour stimuler l'émergence de nos marques, en fait, c'est comment faire en sorte que nos marques soient rendues le plus visibles possible auprès du grand public, auprès de nos patients. Et pour cela, ça passe par un premier élément qui est la stratégie média. En fait, on a revu la façon dont on investissait en capitalisant en fait sur nos franchises prioritaires. Se dire, on a beaucoup de marques au sein de la dermocosmétique, on a beaucoup de produits et on ne peut pas toujours communiquer sur tout, particulièrement en digital où les budgets aussi d'achat augmentent considérablement. Et du coup, focalisons-nous sur des franchises, des gammes prioritaires pour chacune de nos marques et capitalisons aussi sur certaines plateformes pour développer en fait notre part de voix sur ces plateformes. Et cette réflexion, on l'a menée aussi parce que du coup, on s'adresse à des patients, on parle de pathologie et donc on a vraiment mis ça en place
par rapport à l'évolution du parcours consommateur, à la façon dont le consommateur recherche ses produits. Et ça nous a amené, d'un point de vue marketing digital, à revoir en fait notre framework d'investissement média. Et donc, on l'a revu d'une façon assez simple finalement, se dire il y a des moments, c'est des pics de communication que nous, on a appelés des bursts. Donc, c'est vraiment les moments où on va investir massivement en digital, en SEO, en SIA et parfois sur des médias de masse. Ou si on n'est pas sur des médias de masse, on va investir plus fortement en digital. Donc, on va augmenter la part des investissements. Et donc ça, ce sont les bursts, c'est vraiment pour recruter. Et puis après, on est sur des pathologies. Donc, on s'est dit, il y a vraiment une logique de fil rouge. Quand j'ai de l'eczéma, quand j'ai des pellicules, c'est toute l'année. Donc, je dois communiquer auprès de mon consommateur tout au long de l'année. Et ça, c'est cette logique de fil rouge que nous, on a appelée Always On, sur laquelle on a vraiment capitalisé. Donc ça, c'était pour stimuler, on va dire, l'émergence des marques. Et après, un autre point important pour nous et qui fait partie un peu de cette recette du succès de 2024, c'est de se dire il faut qu'on cultive l'uniqueness en fait de nos marques. Et ça, c'est un point aussi qui est très important parce qu'on a des très belles marques au sein du groupe Pierre Fabre, de la dermocosmétique. Et on a aussi des concurrents qui sont très forts à côté, pour ne pas parler du groupe L'Oréal et de marques comme La Roche-Posay. Et donc, il faut aussi qu'on arrive à se différencier. Et cette partie-là, elle passe vraiment par une stratégie de contenu qui est très très forte parce qu'au sein de l'entité CPA, on est bien sûr en charge de la stratégie média, mais le média et investir en média ou sur le digital, sur des très belles plateformes comme Meta et TikTok, ça fonctionne si on a un contenu qui est adapté, un contenu qui engage, un contenu qui attire. Et donc, ça fait vraiment partie de nos missions et des raisons peut-être du succès de cette année. C'est ce gros travail qui a été fait sur le contenu. En fait, on a vraiment essayé d'injecter la supériorité médicale de nos marques dans l'ensemble de nos contenus, produire du contenu aussi qui soit varié, donc avec des messages différents, des hooks différents et des formats différents, et surtout produire du contenu qui soit vraiment du contenu natif des plateformes. On sait bien qu'un contenu qu'on produit sur Meta, sur TikTok, sur YouTube, il est forcément différent. Ça ne peut pas être le même. Les codes des plateformes sont différents. Et donc, le contenu qu'on produit doit être aussi différent. Donc, multiplicité des formats pour éviter la fatigue publicitaire, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on ne faisait pas aussi bien, en tout cas avant, et qui a permis peut-être le succès de certaines marques sur ce premier trimestre. Et puis, effectivement, des contenus qui soient natifs des plateformes pour améliorer le retour sur investissement sur nos budgets médias sur ces plateformes-là. Donc, je pense le succès de 2024, voilà, c'est assez nouveau finalement au sein du groupe Pierre Fabre, cette entité digitale. Donc là, on commence à voir un peu le succès de toute cette nouvelle stratégie, de ce nouveau framework média, de cette nouvelle façon de produire du contenu. Et on voit l'impact sur la part de marché de nos marques au travers certains pays, la part de voix aussi sur les plateformes, et puis bien sûr le sell-out derrière. Après, c'est encore un travail qu'on continue de mener. Donc, on attend de voir ce qui va se passer dans les mois à venir, parce que forcément, tout changement amène de l'upskilling de nos collaborateurs en termes de médias, en termes d'influence. Donc, c'est un travail qui est encore en cours. Voilà. Ça, c'était pour le succès. Un petit échec, peut-être, s'il y en a. Je pense que l'échec, c'est qu'effectivement, c'est un nouveau modèle. Donc, ça demande de l'adaptation. On est un groupe présent partout dans le monde. Donc, il y a ce que nous, on pense ici à Toulouse et qu'on essaye de déployer dans nos filiales. Et puis après, il faut convaincre aussi nos collègues, nos homologues des filiales de la pertinence de ce modèle. Et ce modèle, c'est un peu... avant, on communiquait que finalement en burst. Donc, on investissait massivement à un instant T pour recruter. Donc, on voyait l'effet immédiat et puis ensuite, ça retombait. Le modèle d'Always On qu'on est en train de mettre en place, il est plus long puisque du coup, c'est petit à petit qu'on va augmenter la part de marché. Et donc, c'est pas un échec, mais un point d'amélioration, c'est de continuer à convaincre nos filiales, d'aider aussi nos collègues à monter en compétence sur ce nouveau modèle pour peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, qu'il soit mis en place partout. Merci Anaïs. Yann ? Alors, dans un autre domaine, mais en fait, on est un peu sur les mêmes problématiques, c'est qu'on constate, depuis l'origine de Prosic, on a toujours communiqué de manière très simple. C'était moi qui étais gérant et puis le marketing. C'est-à-dire que j'envoyais du budget Google Shopping et puis on attendait le ROI tout simplement. Et puis on règle nos paramètres. Et nous, on n'a pas de marque. On est juste revendeur de produits que tout le monde peut revendre. Donc on a 1 million de concurrents. Et ce qu'il y avait il y a 20 ans n'est plus vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est
sur un marché de niche, mais il n'y a plus de marché de niche parce qu'aujourd'hui, on est concurrencé de toutes parts. Et il y a même, dans notre métier à nous, il y a même des niches dans les niches, c'est-à-dire qu'il y a un spécialiste des crochets, un spécialiste... Donc, on n'est plus aussi spécialiste qu'on pouvait l'être avant, et donc on a une concurrence qui augmente. Et si on continuait à faire des AdWords, juste on perd notre marge, les coûts d'acquisition ont grimpé en flèche. Et donc, c'est pas 2024, c'est 2023, le constat est de dire ça va pas. C'est-à-dire qu'on a un niveau de rentabilité et de marge qui ne permet pas de faire de la communication tous azimuts. Au lieu de ça, parallèlement à ça, Google a mis en place ses nouvelles campagnes Performance Max, puisque c'était quasiment notre unique canal de recrutement. Et Performance Max, le peu de choses qu'on arrivait à régler, on ne peut plus les régler. Donc, nous, on vend du liquide de machine à fumer. Pour que ce soit très clair, Performance Max nous a fait des budgets colossaux puisque c'est aussi du liquide pour les vapoteuses. Mais bon, nos bidons de 5 litres, c'est pas adapté. Et donc on paye pour des choses comme ça et on n'a pas tellement de moyens de freiner Google. Donc l'idée, ça a été de dire, bon, mais ça marche plus, ce modèle-là qu'on faisait tout seul. Et donc l'an dernier, c'est 2023, mais on va dire que la décision a été prise de changer tout, de couper Google. Pas totalement, mais vraiment de le couper drastiquement. On avait un budget 10-15 000 euros par mois d'AdWords et on est passé à 3 000. Donc, et parallèlement à ça, de recruter quelqu'un qui sait faire du marketing et qui travaille le marketing en disant on va faire autrement. On va se singulariser, on va essayer de trouver des singularités dans ce qu'on fait. Donc la singularité, c'est notre métier et c'est les métiers que l'on adresse et c'est surtout nos clients. Donc au lieu de travailler autour des produits, faire de la com produit, ça nous sert à nous, mais ça sert aussi aux marques. Pourquoi pas, mais ça sert aussi à nos concurrents. Donc finalement, c'était assez peu efficace. Et donc, c'était vraiment de dire, on va complètement changer notre axe de communication. On va déjà faire un vrai travail de segmentation, de persona, etc. Et d'arriver à identifier nos clients, nos cibles, et de leur parler à eux. Donc, finalement, on a de la chance, puisqu'on s'adresse à une cible qui est très, très petite. Nos clients, c'est des intermittents du spectacle, c'est des régisseurs de salles de spectacle, c'est des cirques, c'est des DJ, c'est des gens qui ont des discothèques. Mais c'est une toute petite cible, ou c'est des petites cibles, qu'on va pouvoir adresser de manière plus cohérente, avec moins de messages massifs, et créer une relation et essayer de créer un lien. Donc ça se passe par les réseaux sociaux. Voilà, on réinvente rien, c'est-à-dire on change, on pivote complètement notre axe, on arrête de parler du produit, du prix, et on va sur une promesse, c'est de dire chez nous, vous trouverez tout pour l'univers de votre métier, du spectacle, d'événementiel. Et donc ça s'est mis en place progressivement par le recrutement d'une personne qui fait du marketing, et on a très 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 vite vu que c'était la bonne option. D'abord, en coupant Google, on s'est aperçu qu'on n'a pas perdu la moitié de nos clients, parce que Google vous prend les AdWords et c'est eux qui vous donnent le thermomètre en vous disant « voyez, vous avez fait des super résultats ». Et puis, donc, on peut les soupçonner de ne pas être tout à fait objectifs, pas toujours. Et donc, en fait, quand on coupe, on s'aperçoit que finalement, on garde un peu de longue traîne, mais on ne perd pas tout. Et on s'est aperçu qu'on recrutait des nouveaux clients à qui on parlait beaucoup plus précisément. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il fallait parler sur tous les canaux, c'est-à-dire qu'il fallait garder un peu de branding sur Google, il fallait aussi avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais sur Instagram, sur Facebook, pas forcément les mêmes cibles. On pense à Pinterest, enfin, c'est essayer vraiment de choisir par rapport à nos personas quels sont ceux qu'on va cibler et comment on va les cibler. Nous, le marketing, c'est moi et ma collègue, hein, donc on fait ça et c'est du bricolage. Mais on n'a pas le droit de se louper non plus parce que notre site internet, on prend l'image de la rue Saint-Rome, nous on est tout au fond, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens viennent nous chercher. On n'a pas une notoriété qui nous permet de rouler juste sur notre nom et le bouche à oreille. Donc il faut vraiment en permanence activer, relancer. Et puis le mail aussi, hein, j'ai oublié, évidemment, un canal essentiel. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a mis en place et qui fonctionne, c'est-à-dire un site qui commençait à baisser en termes de chiffre d'affaires et de trafic, et puis qui remonte. Un trafic magasin aussi, on a à peu près 50% sur un 50% magasin. Le trafic magasin qui monte aussi. C'est créer aussi des événements magasins pour montrer notre technologie, notre spécificité. Dire, nous, on a des compétences, nous, on peut faire des formations, on fait des formations gratuites. Alors, c'est des mini-formations, c'est des prises en main, mais ça correspond à énormément de gens qui disent, demain, je me lance dans
le spectacle, dans le DJing, et puis j'ai besoin quand même de billes pour démarrer. Et tout ça, ça crée un écosystème qui nous donne un peu de valeur et qui permet d'exister parmi les super géants qui existent dans le e-commerce. Donc on ne vise plus le top 5, on reste à notre place, on fait une croissance organique modérée, on vise 10-15% de croissance annuelle, mais maîtrisée, c'est-à-dire que chaque client qui appelle, il y a quelqu'un qui lui répond physiquement, immédiatement ou pas longtemps après, qui lui donne des vraies réponses, qui essaye de répondre aux questions. Donc on fait quelque chose qui est très du commerce pur et dur, mais avec les canaux nouveaux. Et donc le défi 2024, ça a été ça. Ça a été vraiment de basculer sur tout Google et de dire non, on va mettre de l'humain, c'est-à-dire que le budget Google automatisé, il est passé dans le recrutement d'une personne. Et ça, pour l'instant, je suis satisfait, ça fonctionne. Tu vas me demander les flops. Et évidemment. C'est inhérent. Alors c'est pas un échec, mais je rejoins ce que tu disais, c'est le fait que c'est énorme, c'est extrêmement chronophage. C'est-à-dire à deux, comment on fait pour faire 2 stories par jour, 3 posts par semaine sur Instagram, un peu sur LinkedIn, sur TikTok, etc., etc. On n'y arrive pas. Donc on est très ambitieux, on sait comment il faut faire, mais il nous faut de l'humain derrière. Donc il faut qu'on se staffe un peu plus et pour arriver à mener à bien, peut-être aussi essayer de se simplifier le travail. Voilà, c'est le nouvel enjeu que l'on recherche pour continuer à pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Merci Yann. Alors on a parlé de YouTube, on a parlé de TikTok, on a parlé d'Insta, on a parlé de LinkedIn. Alors la question c'est quels sont vos supports de prédilection, pour Anaïs, pour Yann, et quels sont les indicateurs de performance que vous privilégiez aujourd'hui pour étudier justement le succès ou pas de vos opérations de com et de branding? Alors aujourd'hui, nos clients, ils sont beaucoup sur Facebook. Donc c'est là où on retrouve pas mal de nos clients. Il ne faut pas négliger les autres canaux parce qu'on connaît la pyramide des âges par réseaux sociaux et donc si on reste sur Facebook, on finira avec peu de clients. Donc on a besoin de recruter, on a besoin, je pense, d'être partout. Après, on mixe un peu, on met nos messages, on garde un peu les mêmes, on fait comme on peut pour essayer de diversifier le message avec nos peu de moyens, ce que je disais. Donc c'est principalement Facebook, c'est beaucoup le mail. Malgré tout, ça reste un canal essentiel. C'est principalement ça. Et la mesure, alors là, on n'y est pas. Hein, parce que la mesure, quand on a déjà avec un canal, on a du mal, autant de canaux, trouver le moyen de faire la bonne attribution, c'est un véritable défi. Et on n'a pas finalement un volume tellement colossal pour se faire au doigt mouillé. Mais enfin, ça se fait au doigt mouillé. Notre principale mesure, c'est le chiffre d'affaires, hein. C'est-à-dire qu'on voit la progression du chiffre d'affaires sur le site internet et ça reste l'outil de mesure qu'on a. Le nombre de ventes, le volume des ventes, c'est l'indicateur que je regarde tous les matins. C'est assez basique, mais c'est ce qui fait tourner la machine, hein. Donc aujourd'hui, c'est ça. J'aimerais que ça soit mieux. Ça, c'est encore un défi, mais pour l'instant, on en est là. Merci pour ta franchise. Anaïs ? Oui, je te rejoins un petit peu. Au bout du bout, ce qui va compter, ça va quand même être pour nous le sell-out, le chiffre d'affaires et l'augmentation de la part de marché sur nos différents territoires. Donc ça reste un peu terre à terre, mais c'est quand même la réalité. On a bien évidemment aussi des KPI sur l'image de la marque, parce qu'on a des campagnes qui peuvent nécessiter un investissement média conséquent. Beaucoup aussi de campagnes qui parfois sont en partenariat avec des influenceurs. Et du coup, il faut faire aussi attention à cette image de la marque, au respect de l'image de la marque. On est des marques de dermocosmétiques, on prône la supériorité médicale, donc c'est ce mix entre les deux qui va être important. Après, on communique nous sur toutes les plateformes et puis surtout nos filiales choisissent après d'adapter les plans médias à différentes plateformes. Donc je pourrais rentrer dans le détail des KPI de chaque plateforme, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire ici. Mais en tout cas, une campagne au sein du groupe, elle va s'analyser de plusieurs façons, sur le sell-out, sur des brand lift surveys où on va pouvoir en savoir plus sur comment est perçue la marque par les consommateurs. Et puis après, des KPI purement médias, du coup, de taux de clic, de stop rate, de hold rate ou des choses comme ça, qui sont très spécifiques des plateformes. Et j'ai envie de dire, même ça dépend de l'objectif de la campagne et de comment est-ce qu'elle a été paramétrée sur ces différentes campagnes. Est-ce que je suis sur une campagne qui avait pour objectif de générer de la conversion? Est-ce que j'étais sur une campagne qui avait pour objectif de générer de l'awareness? Donc c'est un petit peu différent. Au bout du bout, c'est quand même le sell-out qui va primer chez nous.
Et bonjour. Merci Anaïs. Bonjour, désolé pour mon retard. La SNCF m'a offert 2h20 de retard, donc j'ai passé 7 heures dans le train là. Ils ont fini par te relâcher, c'est le principal. Donc, bienvenue à Théo Lyon qui nous rejoint. Donc, on va faire bref. Si tu veux bien te présenter en quelques minutes. Et après, une des premières questions, c'était les chantiers que chacun a mis en place en 2024, avec un succès et un flop. Si jamais tu peux nous partager ça. Ouais, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Théo, j'ai monté une agence d'acquisition qui s'appelle Kudak. Donc Kudak c'est un jeu de mots avec coût d'acquisition. Pas tout le monde comprend malheureusement, mais c'était ça l'idée derrière. Donc ça fait 5 ans qu'on est spécialisé sur l'acquisition Google, Facebook et puis plus largement en fait tous les leviers du social. Donc on gère un peu plus de 50 millions d'investissements publicitaires par an pour un certain nombre de clients. Notamment, on bosse avec, je sais même pas si tu étais au courant, je bosse avec Monsieur Bousquet, Paul Bousquet. Je lui ai envoyé un mail juste avant pour savoir s'il te connaissait. J'ai pas eu le temps de lire la réponse, mais voilà. Donc mon travail il est assez simple, c'est d'aider mes clients à acquérir des clients. Et donc sur les choses qu'on a mis en place cette année, on peut partir dans plein de directions différentes. Nous en fait on travaille globalement avec nos clients sur 3 piliers. Il y a la partie media buying, donc qui va être l'allocation des investissements. La grosse nouveauté qu'on a vu beaucoup arriver sur cette année 2024, c'est l'arrivée principalement de TikTok en ads, où en fait on l'annonce depuis très longtemps comme une régie qui est en train d'arriver très fort en organique, et puis ça fait des années qu'on nous dit que ça va arriver en ads, et nous on teste tous les trimestres, et on n'a pas vraiment de très bons résultats. Et là, cette année, on est pour la première fois confiant sur certains use cases. C'est pas qu'on est confiant, c'est qu'on voit simplement les résultats. Donc on voit des choses qui fonctionnent bien. Ils ont notamment sorti 2 fonctionnalités qui sont assez game changer. La première, c'est les VSA, donc c'est les vidéo shopping ads. Je sais pas si vous avez déjà essayé la fonctionnalité. C'est pas mal, ça permet de connecter un catalogue à des publicités, et donc de pouvoir faire la conversion directement dans les pubs. Et ça, c'est game changer. Parce que le problème des utilisateurs TikTok, c'est c'est 95 minutes par jour en moyenne un utilisateur TikTok sur la plateforme, c'est énorme. Et donc le problème, c'est qu'ils sont tellement forts qu'ils sortent pas de la plateforme pour les convertir. Donc ce format est pas mal. Et le second format, c'est l'équivalent des PMax et des Advantage Plus, des fonctionnalités que vous connaissez peut-être si vous faites de l'ADS. Ils ont sorti, ça s'appelle les campagnes WAYO. Avant, ça s'appelait SPC. Donc c'est Web Ads All-in-One, et qui sont des campagnes automatiques Black Box. Donc ça marche bien. Je peux à la fois le mettre dans la catégorie succès et dans la catégorie flop, parce que ça a floppé sur beaucoup de clients encore aujourd'hui. Mais c'est assez notable pour qu'on en parle. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Parfait. Merci Théo. On parle un petit peu d'influence marketing, du coup ça faisait partie des questions. La question c'est pour ceux d'entre vous qui font de l'influence marketing, est-ce que vous passez en direct, via une agence, et quels sont les critères de sélection d'un créateur de contenu ou d'un influenceur ? Anaïs, tu veux bien commencer ? Oui, alors nous on passe le groupe au niveau global, on passe par une agence qui est l'agence Woo. En revanche, ce qui est assez nouveau pour le groupe, c'est la façon dont on intègre en fait les stratégies d'influence. Ça a vraiment pris une part de plus en plus importante pour l'ensemble des marques de dermocosmétiques. Auparavant, la stratégie d'influence était un peu travaillée à part, et là depuis 2024, en fait, on l'intègre dans un processus qui s'appelle le processus IMC, donc Integrated Marketing Communication, où en fait on se pose en début d'année, enfin plutôt en fin d'année d'ailleurs, avec l'ensemble de nos agences. L'ensemble de nos agences, c'est nos agences créatives, nos agences médias et notre agence influence. Et en fait, on se réunit tous autour d'une table avec bien évidemment les équipes digitales et les équipes marketing produits pour leur faire part en fait des lancements de l'année à venir. Et en fait, que toutes ces agences travaillent ensemble pour une restitution commune. Et l'avantage que cela a, c'est qu'en fait, nous, au niveau marketing, au niveau digital, bien sûr, on prépare ce brief en amont pour définir nos cibles, nos audiences, nos enjeux. Et du coup, en fait, les 3 agences vont revenir vers nous avec une big idea, un concept pour ce lancement produit. Et ce concept, il s'intègre directement dans une stratégie média et bien au-delà aussi dans une stratégie d'influence. Ce qui veut dire qu'avant même le lancement du produit, on sait la part que l'influence en fait va jouer dans la stratégie média. Et ça, c'est très important et ça change aussi la façon dont on traite maintenant l'influence et les budgets qu'on va y mettre. Après, en termes de restitution, du coup, on a une big idea créative qui devient un concept d'influence qui va être associé à différents hashtags. Et là, encore une fois, en fonction du produit, donc chez nous, c'est souvent quand même des pathologies, on va faire appel à différents types d'influenceurs. Pour le groupe Pierre Fabre, pour les marques de dermocosmétiques, ce qui est un peu mandatory, c'est de faire appel à des dermes experts, puisqu'on a quand même cette supériorité médicale à revendiquer et qu'on a besoin d'eux pour démontrer notre légitimité et avoir vraiment ce discours médical.
Et après, en fonction des produits, on va avoir des skin experts ou des influenceurs un peu plus lifestyle, mais ça va vraiment être un mix qui va varier en fonction des produits et des enjeux, tout comme là aussi la part d'investissement média qu'on va recommander au pays. Donc on travaille avec cette agence qui elle-même en fait travaille avec toutes les agences pour qu'on soit vraiment sur une stratégie influence qui soit intégrée au reste des stratégies. Donc on le traite vraiment comme quelque chose maintenant de très important, beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire en 2022 ou en 2023. Merci Naïs. Yann ? Notre métier de niche, je radote un peu, notre métier de niche, c'est fait qu'on a cherché des influenceurs, on a dit bah oui, il faut des influenceurs, micro-influenceurs, ok, on est d'accord. Bah, on a un problème, c'est que notre cible, visiblement, elle n'est pas très communicante sur les réseaux sociaux. On a bien quelques clients ou potentiels clients qui font la visite de leur matériel lors d'un mariage. Franchement, c'est pas tellement nous servir. Et donc, on n'a vraiment rien trouvé. Alors, peut-être qu'on n'a pas assez cherché. Je pense que ça soit la stratégie d'influence. Là, on était un peu en panne d'influenceurs. Donc, nous, on a un magasin, on a des vendeurs, on a du matos. On fait ça nous-mêmes. Hein. C'est les vendeurs, quand on a une nouveauté, qui mettent en service. Et en réalité, on s'est dit que c'était ça le bon levier. Parce qu'un influenceur, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? On peut juste lui dire, fais une commande chez Prosic et puis tu verras, tu dis que ça s'est super bien passé. Parce que les produits ne sont pas les nôtres. Notre seule expertise, finalement, c'est de stocker et de livrer rapidement au bon prix. Mais ça, c'est pas très facile à mettre en vidéo. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas passer à côté et de faire ça. C'est-à-dire que voilà, les vendeurs, il y a une nouveauté, ils déballent, ils expliquent, ils montrent, et ça fonctionne plutôt bien. Et ça fonctionne tellement bien que, en fait, finalement, aujourd'hui, c'est les marques, les fabricants, qui sont nos vendeurs, nos fournisseurs, qui nous contactent pour qu'on fasse des démos de produits qui arrivent. C'est-à-dire qu'ils nous payent, on a des budgets marketing, et puis on dit, vous voulez qu'on vous présente, il y a ça qui arrive comme nouveauté, ok, bah on peut faire un plan média, et on se retrouve à faire, on bricole, on débute, mais finalement il y a une demande, parce qu'effectivement, il y a un manque d'influenceurs, et puis tout le monde sent bien qu'il faut qu'on parle des produits d'une manière plus naturelle et plus vivante que juste un message publicitaire. Et donc on se retrouve, nous, à faire les influenceurs pour les marques. Et comme on le fait dans notre lieu, qu'on identifie le logo, la marque, ben finalement, ça rejaillit sur notre performance. Donc on s'est retrouvé finalement influenceur à force de chercher des influenceurs. Voilà. Parfait, merci. Théo ? Alors, moi, je le vois plutôt sous l'angle... Le travail, c'est de gérer des campagnes, et je ne suis pas une agence d'influence. Je le vois plutôt sous l'angle création de contenu. Enfin, je différencie beaucoup les créateurs et les influenceurs. Les influenceurs, tu vas chercher la création de contenu et le reach qu'ils vont te donner avec leur communauté. Et en création, je vais juste chercher la partie création de contenu, ce qui permet en fait de driver les coûts pas mal vers le bas. On se dit, je veux juste une vidéo en UGC, du coup, en User Generated Content, pour les campagnes. Et donc ça, pour le coup, c'est game changer. Peu importe le levier, hein, que ce soit sur Meta ou sur TikTok ou sur tous les autres, Snapchat, etc. C'est pas mal le format qui est en vogue aujourd'hui. D'autant plus que Meta a passé beaucoup de temps à déployer ces 12 derniers mois là, les Reels et la monétisation des Reels. Donc il y a beaucoup plus d'interstices entre les formats parce que les gens en consomment plus. Donc il y a énormément de formats qui sont disponibles sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'annonceurs qui sont équipés de façon efficace avec des formats à conversion. Donc là-dessus, en fait, toutes les plateformes ont développé pas mal d'outils qui permettent de s'armer en contenu de créateurs. J'en donne quelques-uns. Sur TikTok, il y a la Creator Marketplace qui est pas mal. Il y a pas mal de services aussi extérieurs qui sont un peu plus optimisés. Nous, on se sert beaucoup de Youdji, c'est YOUDJI, pour choper des UGC. TikTok a même un programme natif qui s'appelle le TTCX, TikTok Creative Exchange, où en fait ils vous font travailler une agence gratuitement en échange d'un investissement, d'un engagement d'investissement sur TikTok. Et ça, c'est la première étape, c'est obtenir le contenu. Et la seconde étape, c'est sur la médiatisation même, donc que ce soit sur Meta ou sur TikTok, il y a des fonctionnalités maintenant qui permettent de diffuser la publicité depuis le compte du créateur. Et ça donne un gain de crédibilité qui est énorme et qui se voit directement sur les taux de clics. Donc au lieu d'avoir une publicité qui est diffusée par Pierre Fabre, ça va être Théo Lyon pour Pierre Fabre. Et ça peut paraître pas grand chose parce que c'est la même publicité. Dans les deux publicités, ça pourrait être moi qui fais l'UGC, mais les taux de clics sont hyper différents. Et donc ça, pour le coup, donc il y a les Spark Ads sur TikTok qui permettent de le faire, et puis il y a plein de fonctionnalités qui permettent. Ça s'appelle du whitelisting sur Meta. Et ça, pour le coup, en tout cas, ça a l'air d'aller dans ce sens-là sur toutes les régies, quoi. Super, merci beaucoup. Alors, une petite question peut-être un peu plus pour toi, Théo. Il y a pas mal de changements dans l'acquisition depuis quelques temps, du fait de la fin des cookies tiers, le RGPD, les cookie walls, etc. Alors, comment ça a impacté ton métier au quotidien? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que l'attribution est fiable aujourd'hui? Quel retour d'expérience tu peux nous faire? Sur la partie attribution, non, pas du tout, mais avant même, c'était compliqué. Donc,
Mais il y a deux sujets différents en fait. Il y a la partie tracking et la partie attribution. Sur la partie tracking, donc en fait la fin des cookies, ça nous a posé évidemment plein de problèmes mais qui ont été très vite en fait adressés par plein de sociétés, notamment les gens en question, quoi, les Google et les Meta, qui sont très vite arrivés avec une technologie qui s'appelle le tracking server-side, qui permet en fait de faire remonter les événements plus sur un cookie de navigateur, parce que c'est ça en fait. Enfin à la fin, les cookies, ça va a priori disparaître, même si Google fait que le repousser. Mais c'est pas une technologie sur laquelle les annonceurs vont parier. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va louer un serveur directement. Donc ça, il y a plein de technologies qui permettent de le faire. Notre partenaire préféré, c'est Addingwell, ceux qui le font mieux. Et ça vous permet en fait de récupérer pas mal des données que vous n'auriez pas récupérées parce que vous vous seriez fait handicapé par plein de technologies sur Internet, donc les adblockers, les ITP, etc. Donc aujourd'hui, c'est l'état de l'art et il n'y a que 13% des annonceurs en France qui sont équipés, enfin c'est même d'ailleurs pas en France, c'est dans le monde, qui sont équipés avec le tracking server-side. Alors c'est l'équivalent d'avoir un pixel il y a 5 ans, c'est nécessaire, ça ne veut pas dire que vous aurez des bons résultats, c'est le minimum pour faire de la pub. Donc ça c'est la première chose. Et ça nécessite un petit peu de technique, donc c'est pour ça qu'on a une équipe technique qui le fait pour nos clients. Mais ce qui est bien, c'est que c'est one shot, et après c'est réglé. L'autre partie, c'est l'attribution. Bon là, c'est un casse-tête sur lequel il y a plein de gens qui travaillent depuis des années dessus. Il y a évidemment pas une réponse précise, et le fait que vous disparaître ne va pas améliorer le fait d'arriver avec une vérité unique sur tel canal apporte tant de pourcentage de ma conversion et donc je devrais mettre tant d'argent, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise pas mal de fenêtres différentes pour essayer de comprendre. En fait, on essaie de ranger les canaux dans une utilisation principale. Il y en a qui sont en bas de funnel et qui permettent de choper les conversions. Donc ça, c'est comme pour vous prendre un petit exemple, imaginez que vous partez en vacances au Brésil, vous prenez l'avion pour y aller et vous prenez le taxi pour aller de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et une erreur que font pas mal de média buyers quand ils pilotent, c'est que c'est les gens à la réception de l'hôtel, et ils vous voient arriver en taxi, ils font super, il est venu en taxi en fait en France. Et donc ils se disent, pour faire venir 10 fois plus de personnes dans mon hôtel, j'ai qu'à avoir 10 fois plus de taxis. Et c'est là où la merde commence à arriver. Parce que c'est 99% des gens qui viennent nous voir chez Kodak, c'est des gens qui plafonnent comme ça et qui savent pas comment. Donc là-dessus, en fait, les taxis, ça va être Google Ads, donc celui qui va choper la dernière conversion, une intention de recherche. Et après, il y a des canaux qui vont permettre d'ouvrir des sessions de conversion. Et c'est là où TikTok est très fort, par exemple. Meta aussi. Et c'est très marrant parce qu'en fait, on reprochait souvent à Meta de pas être un canal, de se faire cannibaliser de se faire voler des conversions par Google. TikTok, c'est encore pire. TikTok, j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps, c'était justement une société qui faisait des sondages post-achat, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Quand vous avez converti, on vous demande comment vous avez découvert la marque, c'est très fiable. Ils ont pris 65 000 personnes qui avaient répondu TikTok, je vous ai découvert sur TikTok. Ils sont allés regarder d'ailleurs dans Google Analytics combien de fois ils avaient un clic. Et c'était 4,17% du temps. Donc ça veut dire qu'il y a toutes ces sessions sur lesquelles les utilisateurs disent « je vous ai découvert sur TikTok », sur lesquelles vous n'avez pas de clic traqué. Donc vous ne pouvez pas calculer un coût d'acquisition sur ces canaux-là. Et c'est la mauvaise façon de les juger. Juger en last click ces canaux qui permettent d'ouvrir des sessions. C'est comme prendre un marathonien et juger son temps aux 10 km. Ça va être pas mal, mais ça sera moins rapide qu'un coureur de 10 km. Donc du coup, on essaie de mettre les canaux dans ces deux grandes catégories, les canaux qui ouvrent et les canaux qui terminent les sessions. Et après, au milieu, il peut y avoir plein de choses. Et puis, en fait, plus on a des boîtes qui sont grandes, les parcours d'achat sont compliqués, parce qu'après, vous rajoutez du offline derrière, c'est un bourbier. Donc oui, j'ai pas de réponse absolue là-dessus, mais on essaie juste de multiplier les façons de voir les mêmes choses. Merci beaucoup. Pour continuer, on va peut-être parler un peu de prospective. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Quelles sont vos priorités sur 2025? Est-ce que vous avez des chantiers importants qui vont s'ouvrir? Quelles sont les grosses actus qui vont vous concerner en matière d'acquisition ou d'influence? Anaïs, je te laisse commencer aussi, s'il y en a. Bon, je ne sais pas s'il y a de grosses actus. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on va continuer dans cette logique qui est assez nouvelle. Et finalement, l'acquisition, ça passe par plein de choses. Et la façon dont on a revu ce framework d'investissement média, ça nous fait dire que l'acquisition, pour nous, elle commence par le bas. Et le bas, en fait, finalement, pour nous, c'est les moteurs de recherche. C'est cette communication fil rouge où, en fait, on va vraiment essayer d'être là où le consommateur nous cherche et où il nous cherche activement. J'ai un problème d'eczéma, je vais sur Google pour taper crème eczéma et voilà, le parcours du patient, il commence généralement par là. Et ce qu'on va conseiller, nous, à nos pays, en fonction de leur budget, c'est de toujours commencer par cette couche-là et de ne pas aller sur la couche au-dessus, qui serait Meta, qui serait TikTok ou qui serait YouTube, si cette première couche n'est pas couverte. D'être là où le consommateur nous cherche et où est en fait cette audience qui est vraiment une audience qui cherche activement. Ensuite, en termes d'acquisition, ce qu'on va continuer à avoir en fait comme guideline, et même encore plus fort, parce qu'on a pu voir déjà en 2024 l'impact de ce modèle, c'est une fois que cette première couche d'Always On, de fil rouge, elle est couverte en SEO bien sûr et en SIA, je peux passer à l'étape d'au-dessus. Et cette étape d'au-dessus, je vais essayer d'aller chercher des consommateurs qui sont des consommateurs qui potentiellement pourraient être intéressés par mes produits. Et ça, souvent, c'est quand même les plateformes sociales qui peuvent le faire parce qu'elles ont des informations sur nos centres d'intérêt, sur ce qu'on fait. Typiquement,
une marque comme Chlorane sur la perte de cheveux. Bon, voilà, on le sait, en postpartum, on peut avoir des pertes de cheveux. Et du coup, en fait, cette consommatrice qui potentiellement va pouvoir être intéressée par ces produits-là, je vais vouloir aller la chercher, aller la recruter. Et souvent, ça va passer par du recrutement, de la publicité, des campagnes de notoriété, en tout cas, sur Meta, sur TikTok. Et pourquoi pas sur YouTube. Et après, on le sait, quand on veut recruter massivement, mais ça, il faut aussi avoir le budget qui le permet, on va aller taper sur la dernière couche, qui pour nous va être des médias de masse, donc comme de la télé notamment, ou des investissements plus forts sur Meta. Mais en tout cas, on est persuadé que ce modèle d'acquisition, en tout cas pour les marques du groupe, et encore une fois, je pense que c'est un petit peu différent parce qu'on n'est pas des e-commerçants. On n'a pas un site, on ne vend pas en ligne. Voilà, moi, dans une autre vie, j'ai travaillé chez Cdiscount et les dynamiques, elles étaient assez différentes. La connaissance client à travers le tracking, etc. Là, on n'est pas des e-commerçants. On redirige vers des e-retailers, mais on a quand même un enjeu d'acquisition à travers de l'awareness, de la notoriété qui est très fort et qui passe finalement, en tout cas pour nous, par ces 3 couches. Et voilà. Merci Anaïs. Yann? Alors les prochains chantiers, c'est aujourd'hui on fait du réseau social, mais avec des budgets vraiment l'épaisseur du trait, c'est rien du tout. Donc ça va être de continuer à essayer d'arbitrer entre Google et les réseaux. Je pense qu'on va basculer beaucoup plus d'ads sur les différents réseaux, puisque maintenant on commence à voir ce qui fonctionne moins. Et ça c'est facile. Et après, ce qui est plus compliqué et qui est plus intéressant, c'est de se dire, voilà, on a encore un peu trop séparé le commerce physique et le e-commerce. Et c'est d'essayer de fusionner ça, que les vendeurs du magasin soient aussi les démonstrateurs du web. Je sais qu'il y a des expériences de live, de choses comme ça. On s'intéresse beaucoup à ça. On fait des formations au magasin. Donc, je l'expliquais tout à l'heure, on invite les clients sur une thématique. Eh ben, c'est juste qu'on nous a demandé, mais pourquoi c'est pas mis en streaming? Ah oui, c'est vrai, mais bon, on s'est aperçu qu'il y a des enjeux techniques qui ne sont pas simples à faire, parce que si c'est faire un streaming qui est impossible à regarder, c'est nul. Mais voilà, il faut qu'on ait encore une articulation encore plus proche entre la partie retail physique et la partie e-commerce. Aujourd'hui, c'est déjà bien fusionné. Il y a quelques années où la facture sur le magasin se voit sur Internet et vice-versa. Enfin, bon, des choses très pratiques, mais qui ne paraissaient pas forcément évidentes il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est normal pour le consommateur. Malgré tout, chaque chose n'est pas simple à mettre en œuvre. Et voilà, l'idée, l'envie, l'enjeu, alors ça je sais pas comment on va s'y prendre et par où le commencer, c'est vraiment de fusionner, de pouvoir prendre un rendez-vous en ligne avec un vendeur, de pouvoir faire participer en ligne des gens à des formations. C'est tout ce qu'on essaye de mettre en place pour voilà, gagner cette proximité. Encore une fois, on peut se le permettre, on a un petit nombre de clients en réalité, et avec une grosse récurrence. Nous on vend du consommable, principalement des enceintes et tout ça, mais les gens nous achètent de l'adhésif, des câblages. Voilà. Donc en fait, on a une grosse récurrence et les clients peuvent venir 10-15 fois par an sur e-commerce ou sur le magasin. Donc il faut vraiment qu'on entretienne toujours ce lien très très proche. Donc c'est ça l'enjeu et l'idée à venir. Merci Yann. Théo? Alors du coup, j'ai eu un peu le temps de réfléchir, je pense que j'en vois 3. Donc déjà, au global, juste avant de rentrer dans les 3, nous, ce qu'on voit à l'échelle de tout ce qu'on pilote en termes d'investissement publicitaire, c'est qu'au global, sur cette fin d'année, et ça va probablement se poursuivre sur début 2025, les dépenses médias sont quand même pas mal en train de se court-termiser, dans le sens où il y a beaucoup de brand qui est repassé en budget conversion. Et c'est plutôt un sentiment global qui aujourd'hui n'est pas forcément confirmé par des chiffres de consommation. À l'échelle globale, les gens ont un peu peur, notamment aux US. En France, j'ai pas vu de chiffres drastiques en mode on est entré dans une récession. Et donc du coup, ça donne lieu à trois choses que je vois. Alors je vais pas travailler sur les 3 parce que on va continuer à faire de l'acquisition. Mais en tout cas, si vous avez prévu de bosser dessus, peut-être que ça peut vous être utile. La première, c'est que je vais suivre de près ce qui va se passer sur le marché du search. Donc comment sont faites les recherches en ligne, parce qu'il est en train de devenir assez protéiforme. Parce que historiquement, vous avez vu, Google s'est fait sanctionner il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont attesté de la position monopolistique sur le marché des requêtes. C'est sur le marché de la pub sur les moteurs de recherche. Mais ils ont aussi un monopole sur les moteurs de recherche. Et aujourd'hui, en fait, c'est un marché qui est attaqué dans tous les sens. C'est un marché qui est attaqué par les agents IA, déjà. Donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps que ChatGPT était un référeur important pour beaucoup d'e-commerçants maintenant. J'ai discuté avec un mec qui a une solution qui s'appelle Polar Analytics, qui agrège la donnée de 2800 e-commerçants, qui disait qu'il y avait des personnes pour lesquelles ça représentait 5% du trafic. Donc vous demandez quels sont les meilleurs produits, il vous renvoie 5 produits, et ça fait un référeur vers votre site. Donc pareil, le search, même chose sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui s'en servent comme moteur de recherche. Je vais suivre comment ça va se passer, je pense, ce truc-là, parce que le SEO, ça va changer de sens, probablement. La seconde chose, c'est encore une fois un truc sur lequel je ne suis pas positionné, mais c'est
l'enveloppe qui grossit le plus vite en year en termes de dépenses chez les annonceurs, c'est le retail média. Donc en gros, Amazon, les marketplaces, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de près, d'autant plus qu'elles ont un gros avantage que moi je vois par rapport à un Meta et à un Google, c'est qu'en fait, l'acte de conversion, comme c'est un site e-commerce, Amazon, enfin, il leur appartient, donc c'est de la data first party. Ça veut dire qu'ils sont capables de l'utiliser comme une métrique d'optimisation pour le ciblage. Ce qui n'est pas le cas de Meta, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont rendu obligatoire il n'y a pas longtemps le checkout natif sur tous les shops Instagram et Facebook, c'est parce qu'ils veulent cette data aujourd'hui. En fait, si Meta veut la récupérer, ils sont obligés de passer par le cookie, ou alors parce que vous leur avez renvoyé via le tracking server-side, et donc forcément, ils perdent plein de données à ce moment-là. Donc le retail média, c'est la seconde chose, Amazon. Et la troisième, si je m'en souviens, je voulais vous parler de la Connected TV. Donc ça, c'est un truc, d'ailleurs, c'est Paul Bousquet, du coup, je sais pas si... C'est une grosse boîte, Pierre Favre, mais bon, tu le connais tant mieux, qui me racontait que, je suis en train de préparer un sujet sur la Connected TV, il m'a donné le chiffre qui va me faire mon introduction, c'est qu'un tiers des impressions YouTube sont faites sur un poste de télévision. Je ne sais pas si vous réalisiez à quel point c'est un changement monumental. Ça veut dire qu'en fait, pour un annonceur, ça rentre dans les budgets de télé. C'est plus du budget digital, en fait. Et donc, il y a beaucoup de budget qui est basculé du offline vers la Connected TV. Ils sont en train de sortir plein d'outils qui vont permettre de pouvoir le faire en self-service. Aux États-Unis, il y a Roku, que vous ne connaissez pas en France. Enfin, ça n'existe pas en France. C'est 78 millions de personnes aux États-Unis. Donc, ils ont maintenant un truc comme Business Manager où tu peux cliquer, tu peux réserver ta pub. Enfin, TF1+, est en train de le faire, M6 aussi. Et c'est un basculement qui est assez monumental et qui risque de changer pas mal de choses dans l'allocation des budgets médias. Super, merci Théo. Il nous reste quand même un petit quart d'heure. On va garder 5-10 minutes à la fin pour les questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les préparer dès maintenant. Et il y a un micro, je crois, qui tournera dans la salle dans 5 petites minutes. Je vais juste lancer quelques leviers d'acquisition dont on a parlé avant, on parle moins maintenant. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si pour vous c'est un potentiel dans le futur ou pas. On parle de live stream. On en parlait beaucoup il y a 3-4 ans. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? On parle de métaverse. Est-ce que ça existe encore ou est-ce que c'est tombé dans l'oubli de tout le monde? La recherche vocale, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte? Voilà, ce genre de techno, est-ce que ça fait partie de vos préoccupations ou pas du tout? Je pense que ça fait partie de nos préoccupations. On a toute une entité un peu innovation au sein du groupe. Donc, c'est des projets qu'on mène. Après, c'est des projets assez locaux. Donc, ils sont menés plutôt par les filiales. On a la filiale France qui a eu des initiatives sur le métaverse ou des choses comme ça. Mais ça reste des initiatives très locales et effectivement c'est plus du test and learn, donc allez-y, testez si vous avez le budget, si ça correspond à votre cible et à vos enjeux. Nous forcément ça fait pas encore partie, donc je peux pas complètement répondre à cette question, ça fait pas vraiment partie des guidelines globales qu'on envoie parce qu'on essaye quand même d'être générique et de correspondre au marché d'un plus grand nombre de pays, mais il y a des initiatives en local qui se font. Après parfois c'est plus mesurer aussi le retour sur investissement de ce type de médias qui peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on n'a pas, malheureusement, en tout cas, pas de projet global multi-pays dans les années ou dans les mois, en tout cas, à venir. Merci Anaïs. Yann? Non, c'est trop pointu et trop... Nous, il faut qu'on soit proche de là où sont les gens. On est des suiveurs, vu notre taille. Voilà, donc j'ai pas de... Non. Pas d'actu encore. Pas du tout. Streaming, recherche vocale. Métaverse, recherche vocale. Non, j'ai aucun client qui dépense de l'argent dedans. Ok, c'est bon à savoir. Du coup, j'ai bossé un peu, j'ai vu que dans une interview, Théo, tu disais qu'entre autres aux États-Unis, ils étaient très très en avance en matière de création d'entreprises, de start-up, etc. Est-ce que là, dans l'acquisition, toi, tu vois des grosses tendances là-bas qui émergent, qui vont bientôt arriver ici? Je pense que l'innovation en start-up, du coup, AdTech, donc technologie ads, suit en fait là où va le spend, simplement. Donc je pense qu'il y a énormément de choses qui sont déjà en train d'arriver autour des 3 tendances que j'ai annoncées avant, qui leur mettre des annonceurs derrière. Et c'est pour ça que Perplexity, vous connaissez Perplexity ou pas? Et que les connaisseurs de recherche IA, qui permet d'avoir fait une synthèse de tous les résultats que tu peux avoir sur Google, enfin bref, sur le web. Et ils ont annoncé qu'ils allaient mettre des publicités au Q4, donc ça veut dire que normalement c'est dans quelques semaines. Bon, ça va être facturé au CPM, donc c'est pas par version au clic en fait, donc du coup ils pourront pas vraiment te facturer ton tour loupé quoi. Mais ça va être des premiers tests. Donc il y a ça, et puis après je pense que je vois beaucoup d'innovations, je pense qu'ils vont arriver sur la partie attribution. Il y a énormément de choses qui existent depuis des années, mais c'est un sujet qui est sans arrêt redéfini parce qu'en fait la matière première de l'attribution change tout le temps. Donc là-dessus c'est un peu obscur, mais je pense que voilà. Et puis après tu as les plateformes en self-service que je vois arriver sur la Connected TV, ce dont je parlais un peu avant. Et peut-être qu'il va y avoir un agrégateur qui va arriver. Super, merci beaucoup. On va peut-être commencer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle éventuellement? Pas encore.
La première question, c'est toujours difficile. Ensuite, en général, ça ne s'arrête plus. Pour Théo, pour Yann ou pour Anaïs. Bon, comment ça... Il y a quelque chose qu'on n'a pas tellement évoqué tout à l'heure, Anaïs, peut-être que toi t'en parles un petit peu, c'est l'importance du brief quand tu dois t'adresser à un créateur de contenu. Comment dire, est-ce que c'est très très structuré? Est-ce que tu laisses un gros espace de liberté? Comment tu gères ça? Comme le disait Théo tout à l'heure, du coup, il y a une vraie différence entre la stratégie d'influence, donc on travaille avec notre agence, et après la stratégie de contenu, où là, on va vraiment produire du contenu créateur. Donc, on va faire appel à des créateurs pour produire ce contenu, qui sera ensuite un contenu diffusé à l'ensemble de nos filiales dans le monde et qui vont pouvoir localiser. Donc, nous, on a cette spécificité de vouloir produire un contenu qui soit facilement localisable. Donc, en plus, on a une contrainte au niveau du brief de ces créateurs d'essayer de faire quelque chose finalement en musique, où le créateur ne parle pas, sinon ça voudrait dire qu'après la filiale devrait repasser avec une IA derrière pour doubler, etc. Donc on a un brief très précis et j'ai envie de dire c'est une nouvelle typologie de contenu au sein des marques du groupe Pierre Fabre et donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de cadrage et sur lequel on est en perpétuelle évolution parce que voilà, c'est des créateurs et en même temps il faut qu'on trouve le juste discours pour porter la médicalité de la marque et pas tomber dans quelque chose de banal ou dans des astuces beauté parce qu'on est quand même sur des pathologies. Donc, c'est des briefs très cadrés. On travaille avec des nouvelles agences, d'ailleurs, sur ces sujets-là. Et on constate effectivement que ce sont des contenus qui fonctionnent très, très bien sur TikTok, qui sont réexploités par de nombreux pays, notamment par la France, l'Espagne, l'Italie et même le Brésil. Donc, c'est une source de satisfaction et on voit effectivement que ces contenus, alors après, sur les indicateurs médias qu'on peut voir sur TikTok, hein, et on n'a pas de tracking parce qu'après, on ne revend pas derrière, mais en termes de stop rate, de taux de complétion de ces vidéos, effectivement, on a des très très bons résultats. Donc on va continuer à avancer. Oui, une question? Oui, moi j'ai une question. Merci à tous déjà pour vos présentations chacune. Moi j'avais une question pour Anaïs. Tu as mentionné au début le fait de faire du contenu natif pour chacune des plateformes en respectant les codes, c'est-à-dire que même au niveau des shorts de TikTok ou Réel ou YouTube Shorts, tu adaptes en fonction des codes. On va essayer d'adapter. Après, on va livrer différentes typologies de contenu, différents formats, plus ou moins courts, avec des hooks différents, des introductions différentes. Après, on ne peut pas non plus répondre à tout, parce que c'est vrai que nous, on livre des kits qui sont après déclinés par les pays, mais on essaye de livrer en fait un volume de formats et de contenus différents qui permettent cette adaptabilité-là. Et sur TikTok, mais aussi sur Meta, où en fait, on va vraiment essayer de produire du contenu qui peut après être mis en mix placement sur la plateforme pour que l'algorithme puisse décider en fait de comment il le place en fonction des performances. Donc, on ne peut pas tout couvrir. Et puis après, on a un vrai travail de regarder aussi ce qui se passe dans les business managers et ce qui est vraiment utilisé par les pays pour après, du coup, ajuster aussi parce que cette production, forcément, elle a un coût. Donc là, on produit un peu en masse en essayant de se dire, on va couvrir tous les besoins. Et puis petit à petit aussi, on a des retours d'expérience et on voit, OK, qu'est-ce qui est utilisé? Et puis dans ce qui est utilisé, ce qui performe et ce qui ne performe pas par rapport aux enjeux des campagnes. Ouais. Une autre question? Merci. À partir de quelles métriques on va juger la répartition des dépenses ads, brands? Parce que je sais que ça peut être souvent un sujet, et notamment quand on est un grand groupe et qu'on n'a peut-être pas la même répartition pour chacune des marques. D'autres vont être plus marketing et d'autres beaucoup plus spécialisés. Est-ce que ça va être à partir de la plateforme de la marque, ou enfin, à partir de la saisonnalité, ou à partir, je sais pas, du marché peut-être? Après, je te laisserai peut-être répondre. Pour nous, c'est un mix de tout ça. On sait justement qu'à part, on a des produits solaires au sein du groupe. Donc là, on ne peut pas se mentir, il y a une saisonnalité. Même si je pense que tout le monde connaît la tendance Suncare is the new skincare. Donc il y a aussi cette volonté de communiquer toute l'année. Donc on se réfère quand même aux besoins du consommateur, au sell-out. Et on voit que c'est tout au long de l'année. Après, les investissements médias, ils dépendent aussi du chiffre d'affaires de chacune des marques. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on va le décider. Et puis après, en fait, nous, dans ce travail de recommandation d'investissement médias, on travaille avec différentes pockets, puisqu'en fait, on a des pays qui sont en low budget parce qu'ils n'ont pas du tout le même chiffre d'affaires que la France. Il faut savoir que la France, c'est 50% du chiffre d'affaires du groupe Pierre Fabre. Après, on a des filiales qui sont beaucoup plus petites et où aussi la notoriété des marques est vraiment à développer. On a un fort enjeu là-dessus. Donc, en fait, nous, on va vraiment essayer de se fondre aux différents scénarios qui sont possibles en fonction de la notoriété de la marque dans les pays, en fonction de l'affinité de la cible du produit choisi avec telle ou telle plateforme. Donc, j'ai pas de réponse précise là-dessus parce qu'on a vraiment quand même cette spécificité de devoir s'adapter à plein de critères un petit peu différents. Mais souvent, quand même, l'enjeu de développer la notoriété de la marque est un enjeu qui est très fort pour nos campagnes médias et pour nos pays en dehors de la France.
Ouais, je sais pas. C'est une question je pense, qui est très difficile, parce que tu as énormément de variables, comme tu disais. La première saisonnalité est très importante pour répartir un budget tout au long de l'année. Il y a la géographie, donc selon le niveau de notoriété par pays, en fait, tu peux pas dépenser pareil en absolu sur les campagnes de conversion. Et il me semble, je crois qu'on avait fait un événement, tu étais venu quand on était venu à Toulouse, et c'est une des notions principales de la présentation qu'on avait faite, c'était que ce qui détermine combien tu peux dépenser sur un endroit ou une régie publicitaire, c'est à quel point est-ce que tu es connu, simplement, dans des campagnes de conversion, et combien tu es prêt à perdre. Donc si tu es prêt à assumer un CAC 2 fois plus important que ton concurrent, tu pourras dépenser théoriquement 2 fois plus que lui, à notoriété égale. Et donc ça fait que la question, c'est comment est-ce que tu alloues ton budget. Ce qu'on recommande, c'est toujours d'aller couvrir le bas de la pyramide d'abord. Donc c'est exactement ce que tu expliquais au début, c'est que tu prends les intentions de recherche, tous les gens qui sont dans le process d'achat de ta catégorie, et tu es sous leurs yeux. Et tu essaies de montrer pourquoi est-ce que tu es jouable ou pertinent. Pardon. Alors après, quand tu es une marque qui se lance, souvent, ça va être un peu plus compliqué parce que tu vas être contre toutes les marques du groupe Pierre Fabre, et donc tu vas te faire défoncer sur toutes les enchères. Et donc tu vas essayer d'aller chercher d'abord des canaux sur lesquels tu vas pouvoir aller plus te différencier, dans le but après d'avoir des requêtes un peu de marque et tout, etc. Donc tu as énormément de variables. C'est compliqué de répondre. Je ne sais pas si la question est exactement comment tu dépenses entre les canaux, entre les pays, combien tu dépenses. Peut-être que, entre brand et performance, encore une fois, c'est après la même réponse que celle que je viens de te faire. Je pense que plus tu es bloqué, plus il faut accepter de dépenser un petit peu plus haut dans le funnel que juste des campagnes de conversion. Merci Théo. Question, madame? Bonjour, merci pour la qualité de votre intervention. Je pense que si on n'a pas de questions, c'est que c'était très complet et qu'on n'est pas allé dans des trucs un peu bateaux. Pour élargir un petit peu, peut-être, chacun, donc tous les trois, dans vos équipes, du coup, quels sont aujourd'hui vos enjeux de formation ou de recrutement? Sur quelles compétences est-ce que vous pensez que vous allez devoir miser sur les 2 prochaines années à venir? Donc encore une fois, pour former vos équipes à certains sujets, parce que ça bouge sans arrêt, ça se complexifie de plus en plus, il y a de plus en plus de canaux, etc. Donc soit pour former vos équipes, soit pour vous faire accompagner en externe, soit pour développer des services, soit pour recruter des compétences particulières. Au final, c'est quoi vos enjeux sur les prochaines années? Toi qui commence. Moi-même, je continue à apprendre tous les jours. Je ne suis pas forcément la génération TikTok. J'ai 37 ans, donc quand j'ai commencé à faire du marketing, tout ça n'existait pas. Donc j'apprends aussi tous les jours. Je trouve que c'est bien de recruter, et on a la chance de travailler avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui connaissent beaucoup mieux ces plateformes et qui en ont plus, en tout cas, les codants parfois que nous. Après, en termes de formation, pour nous et pour tous nos collaborateurs, on a un gros enjeu de formation média, en fait, de formation de ces plateformes. Et ça, on a la chance, parce qu'on travaille avec des gros partenaires, avec TikTok, avec Meta, avec l'agence Publicis Spark, de pouvoir être formé de façon continue et de profiter, en fait, de cet upskilling. Et ça, c'est nécessaire. Et les collaborateurs du groupe en profitent. Donc, en fait, on peut aussi recruter des gens, des collaborateurs qui n'ont pas forcément travaillé sur ces plateformes, qui ne connaissent pas tout cet écosystème digital, mais on sait qu'on peut tous monter en compétences. Et ça passe par le central ici à Toulouse, à Lavore. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les échecs, c'est vrai qu'on a un vrai enjeu aussi de former nos collaborateurs, au-delà du recrutement, ceux qui travaillent déjà pour nous, sur tout ça. Parce que là, nous, on commence finalement à être formés, on est arrivé avec des nouveaux concepts et on voit que ça fonctionne, mais il faut aussi continuer à être formé. Donc, il y a quand même un gros enjeu, effectivement, sur les plateformes, sur le média, sur l'influence, parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de nos investissements. Donc, essayer de comprendre pourquoi j'ai une affinité avec cette cible-là sur cette plateforme, donc je vais là. Pourquoi est-ce que ça ne sert à rien de dépenser sur 6 plateformes et qu'il vaut mieux se concentrer sur une plateforme pour avoir un vrai impact publicitaire? Donc tout ça, c'est des choses un peu... C'est des nouveaux messages. En tout cas, pour le groupe Pierre Fabre, et encore une fois, cette entité digitale, elle est assez récente. Donc on se forme en fait tous ensemble et on apprend aussi tous les jours. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond trop à ta question, mais voilà. Très rapidement, il nous reste une petite minute. Moi, c'est très rapide parce que le recrutement, nous, ça a toujours été de la manière très très simple. C'est d'abord du savoir-être, être bien dans l'équipe, et puis la curiosité. Ça rejoint un peu ce que disait Anne. C'est juste ça, de la curiosité. Et bon, nous, on fait recrutement avec des alternants qu'on intègre pour arriver à intégrer l'équipe et avoir des bons réflexes rapidement. Ça risque d'être un peu chaud en 25 secondes. Moi, j'ai des performance managers dans l'équipe, donc des gens qui gèrent du budget média, donc je leur apprends la creative stratégie, faire des pubs, pas juste les produire, les penser, et le CRO, donc Conversion Rate Optimization. C'est parfait. Merci beaucoup Théo, merci beaucoup Yann, merci beaucoup Anaïs, et merci beaucoup à vous tous d'avoir été là pendant cette heure.